Bienvenue à ce premier stand-up de la créativité que l'on organise dans le cadre des 24 heures l'innovation. Alors pourquoi on fait un stand-up de la créativité dans le cadre des 24 heures l'innovation? La première chose, c'est que voilà, les 24 heures, on est à la 6e édition, puis ça commence à être rodé. Et donc on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de ce vendredi matin? On s'ennuie, on peut faire encore plus que 24 heures, donc, ce qui nous demande nous quasiment 48 heures d'organisation non-stop. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut organiser en amont de ces 24 heures une rencontre particulière entre tous ces talents, entre des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, des gens qui ont un message à passer en termes d'accompagnement de la créativité et de l'innovation, que ce soit à l'échelle territoriale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, et puis on verra aussi à l'échelle internationale. On veut qu'à l'Estia, on puisse croiser tous ces gens qui ont un message important à nous faire passer dans ce domaine. Alors, pourquoi parler de créativité et d'innovation? Moi, je baigne dedans, j'y crois dur comme fer, mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients des différentes crises, au pluriel, hein, crise économique, crise sociale, crise environnementale, et je pense qu'on se sortira de tout ça par des ruptures, par de la créativité, par l'innovation. Donc ça veut dire... alors, juste un petit point de vue avant de laisser la place un petit peu à tous les speakers qui vont s'enchaîner dans le cadre du stand-up, mais je pense qu'en termes de créativité et d'innovation, il y a un enjeu à être capable d'hybrider, de pouvoir compiler différentes attentes, les attentes économiques, environnementales et sociétales, mais également toutes les formes d'innovation, produits, services, nouvelles organisations, nouvelles méthodes, nouveaux modèles d'affaires, pour des écoles, des nouveaux programmes de formation. Tout ça, voir comment les institutions, les organisations peuvent développer toute forme d'innovation. Et puis on a un enjeu aussi à voir comment on peut hybrider l'ensemble des méthodes, des outils d'accompagnement d'aide à la créativité et l'innovation. Et donc c'est pour ça qu'on voulait que lors de ce stand-up, on ait des témoignages de personnes qui viennent d'horizons différentes et qui, à leur manière, contribuent, soit dans leur pratique, soit dans la théorie, à alimenter ces réflexions. Alors, on a créé, donc ce sera un premier stand-up pour cette année. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un format un petit peu original. Donc, on aura des présentations qui seront relativement courtes, sous forme de speech de 15 minutes. C'était le brief qui a été donné à nos orateurs. On leur a demandé à la fois de nous bouleverser, de nous percuter, de nous provoquer peut-être éventuellement. Et on espère que ce premier stand-up sera le début d'une jolie succession de stand-up qui vont se faire dans le cadre des 24 heures. Pour ceux qui resteront avec nous l'après-midi, on lancera la 6e saison. Mais là, avant toute place d'abord au stand-up. Et ce que je propose, c'est de commencer par le premier intervenant. Alors, on a essayé de mettre le programme. Il se peut que le programme change en fonction des arrivées ou pas de certains speakers. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'accueillir tout d'abord Frédéric Perrin. Frédéric, bonjour. Ingénieur en environnement, responsable de projet pour l'IFHVP. Alors, je vais traduire, c'est Institut français des huiles végétales pures, c'est ça? Et donc, vous avez travaillé dans des processus techniques comme le biodiesel, le biogaz, pour la cogénération en Autriche. Notamment, oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes en charge de tous ces projets développés à l'IFHVP, les flottes captives de communautés, les bateaux de pêche, mais aussi des groupes de cogénération. Tout ça, orienté développement durable, en fait, de l'innovation responsable, c'est ça? On essaye tout du moins, bonjour à tous. Merci Jérémy. Alors c'est très dur de commencer, on est toujours le premier, hein, on essuie les plâtres. Je vous dirais après tout, quand on est dans l'innovation, être le premier c'est un petit peu normal. La transition est assez facile, je vous l'accorde. Ceci dit, quand on fait de l'innovation, on a besoin d'énormément d'énergie. Vous le savez tous, on en dépense énormément, pas forcément beaucoup productive. Ceci dit, on arrive quand même à sortir des choses intéressantes. Et quand on est dans l'innovation, soit on crée, soit on transforme. Alors, malheureusement, j'ai pas de tablette suffisamment grande en espérant que ça se casse pas la figure. Quand on est dans l'innovation, on essaie de faire croire qu'on transforme de l'énergie pour en faire quelque chose de nouveau. Voilà. Et quand on est dans un domaine énergétique, on essaie de passer du flacon qui est à ma gauche au flacon qui est à ma droite. C'est-à-dire qu'on essaie de transformer de l'énergie sous une autre forme pour l'utiliser différemment. Vous avez parlé
d'innovation responsable, éco-responsable. Il y a plusieurs termes à prendre en considération, puisque l'énergie, si vous regardez tout autour de vous, vous l'avez sous toutes ses formes. Les spots qui nous éclairent, la vidéo qui nous enregistre, le micro que je tiens, la sueur qui commence à perler sur mon front, du trac de vous voir. Toute cette énergie-là, on va devoir la transformer pour en faire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire soit du travail, soit de la chaleur, ou alors de la nourriture. Sauf que entre le domaine de l'énergie que l'on connaît tous, qui est la nourriture de base, pour alimenter la plus belle machine qui existe, qui est l'homme, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la terre à cultiver, alors on a la pluie aujourd'hui, ça va nous aider. Il y a la transformation, il y a les intermédiaires, il y a la vente, il y a l'utilisation finale. Mais nous, à l'Institut, pour faire plus court que IFHVP, à l'Institut, on essaie de réduire au maximum toutes ces distances qui existent entre le domaine de la terre et le domaine de la consommation, par des moyens qui sont très simples, qui s'appellent les filières courtes. Et la production d'énergie passe par ces filières courtes, dans pas mal de programmes à l'heure actuelle que nous développons au niveau national et aussi au niveau international, notamment sur des territoires africains et malgaches. Nous essayons de faire passer d'un produit que vous connaissez tous, qui s'appelle, alors là dans sa forme jaune-blanche, c'est du gasoil dit routier. Je ne rentrerai pas dans les domaines de la fiscalité ni de la réglementation, ça serait trop long dans le quart d'heure qui m'est imparti. Pour passer sur un produit qui est tout aussi jaune, qui est plus visqueux, ce n'est pas du miel, mais ça peut aider aussi un moteur à bien ronronner, puisque c'est de l'huile végétale. Et l'huile végétale, vous la mangez, certes, mais ça fait aussi tourner des moteurs, et notamment dans un moteur qui ronronne tous les jours depuis maintenant plus de 2 ans, enfin dans 2 moteurs, au sein d'un programme qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'innovation on est souvent le premier, et quand on arrive à combiner innovation, énergie et être le premier, ben ça donne le programme ITSASOA. Et le programme ITSASOA, c'est quoi? C'est le premier programme européen en matière de création de filières courtes, de production et d'utilisation de biocarburants de première génération pour le domaine de la pêche maritime professionnelle. Si je peux avoir la... Ah, c'est beau. ITSASOA, c'est quoi? C'est un programme, enfin, c'est l'acronyme déjà d'un joli nom. Pour certaines personnes présentes dans le public, ça fait toujours rire. C'est itinéraire technique de substitution agricole pour la sauvegarde de l'océan par artisanat. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu un petit peu de basque qui chantait à mes oreilles. Itsasoa signifie amer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'une plante que vous connaissez tous, alors pas forcément sous cette forme-là. C'est du tournesol qui pousse autour de Gabat, autour de Saint-Pé-sur-Nivelle, et puis un petit peu dans le Béarn, qui est transformé par des gens qui sont des agriculteurs au sens propre du terme, qui sont des éleveurs, polyculture, pour en faire un produit qui est tout à fait simple, qui est de l'huile végétale pure, qui alimente 2 bateaux de pêche professionnels sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Ces 2 bateaux, vous les avez en photo ici, c'est un Bollinger, 11,50 m, 5 personnes à bord, le Laporgui, et puis un petit bateau, le petit bateau blanc, qui est un ligneur, qui fait 9,50 m, pardon, 2 personnes à bord, et cerise sur le gâteau, nous avons la parité dans ce projet, puisque les 2 armateurs navigants, 2 patrons pêcheurs, nous avons un homme et nous avons une femme. Ce qui nous permet bien d'avoir un certain nombre de complémentarités au sein de ce projet. Nous avons d'abord 8 partenaires qui nous permettent d'avoir la transversalité de la filière, depuis le monde de la production, en passant par le monde de la filtration, des techniques séparatives pour être plus large, jusqu'à l'encadrement des moyens de propulsion, c'est-à-dire l'adaptation et la surveillance des groupes de propulsion des bateaux. Alors c'est vrai que lorsqu'on a commencé en 2009, on était 8 partenaires, et aujourd'hui on dénombre plus de 25 partenaires connexes sur l'ensemble du projet. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le premier projet européen en la matière, c'est surtout le projet numéro 1, puisque nous avons été sélectionnés par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche dans le cadre d'un appel à projet qui a eu lieu en 2008, qui nous a permis de lancer cette opération qui a pris pas mal de temps dans l'organisation. Et c'est un projet qui revêt un caractère un peu spécial, puisque le budget n'est certes pas très élevé, 630 000 € pour officiellement 2 ans de travail, en sachant que le ministère nous a autorisé 6 mois supplémentaires avec un budget complémentaire. Ce budget est en répartie 80% issu du ministère, de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, et 20% issu du Fonds européen pour la pêche sur l'axe 3, l'axe de l'innovation. Les 2 bateaux de pêche professionnels dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont sur le port de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, port professionnel de pêche. Et le plus intéressant quand on parle d'innovation, c'est pas simplement de mettre de l'huile dans un moteur, enfin dans un réservoir, pardon, soyons précis.
Le premier à l'avoir fait, c'est un certain monsieur Rudolf Diesel. Dans un certain brevet de 1892, dans un certain moteur de temps, où il utilisait de l'huile à la place du gasoil. Alors, anecdotiquement, si vous vous souvenez, en 1900, l'exposition universelle de Paris, la société Otto, qui était une société autrichienne pour laquelle travaillait monsieur Rudolf Diesel, avait produit à la demande du gouvernement un petit moteur thermique qui fonctionnait à l'huile d'arachide pour les colonies. C'était pratique. On a un petit peu oublié ça. Et je pense qu'il est important de revenir sur des bases saines, puisque lorsqu'on travaille sur des biocarburants de première génération, et je rentrerai sur le domaine de la concurrence alimentaire, ne vous inquiétez pas, le but est quand même d'amoindrir l'impact environnemental, donc de faire de l'innovation responsable. Et ces deux bateaux de pêche qui ont commencé à consommer de l'huile en 2010, qui consomment toujours de l'huile, dans le bon sens du terme, ont quand même réussi à nous faire économiser 70 tonnes de CO2 sur le fonctionnement. C'est-à-dire qu'en remplaçant 100% du gasoil par 100% d'huile végétale pure, on arrive à une économie réelle de carbone sur l'utilisation et l'exploitation de ce type de navire. Alors, quand je vous disais qu'on faisait la filière en entier, c'est-à-dire qu'on est parti du domaine de l'agriculture et nous avons mis en commun 21 agriculteurs. Ça représente 76 hectares de culture de tournesol en Pays Basque et en Navarre, puisqu'on en a un petit peu partout. On a 3 groupes en fait qui se sont mis en commun. Chose amusante, c'est qu'on a réussi à mettre autour de la table des Basques et des Béarnais. C'est assez marrant de les voir se mettre autour d'un seul point commun, qui est la production d'huile pour des besoins de consommation de bateaux de pêche, mais aussi de camions bennes, Bicigarbia, qui est le syndicat mixte de Saint-Pé-sur-Nivelle, qui collecte les ordures ménagères. On a 11 camions qui fonctionnent avec le même produit. Et puis, le plus important pour eux, c'est surtout d'avoir une production protéique importante, puisque ce sont des éleveurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Et lorsqu'on rentre dans le domaine de la concurrence alimentaire, il faut savoir de quoi on parle. Puisque, malheureusement, je n'ai pas vu aujourd'hui, c'est dommage, qui s'élève en disant « mais vous mettez un produit alimentaire dans un réservoir, quelle honte, monsieur Perrin !» Ben, j'ai pas honte, pour la simple et bonne raison, c'est que, je ne suis pas un industriel, j'ai simplement mis une chemise pour venir aujourd'hui, et puis, lorsqu'on travaille avec ce type de produit, on va se retrouver dans un domaine où l'on va avoir un bilan énergétique et un bilan de gaz à effet de serre qui sont les meilleurs, quoi qu'en disent les différentes études. Et si vous reprenez les études ACV de l'ADEME de 2002 à 2011, vous retrouverez toujours ces mêmes résultats. On les a repris, nous, en tant qu'institut, en tant habilité bilan carbone, pour reprendre les filières que l'on connaît, c'est-à-dire les agriculteurs que l'on a mis en place, les cultures sur lesquelles nous travaillons. On travaille en culture sous couvert, en non-labour, de façon à limiter les charges d'intrants. Et on arrive à avoir des gains phénoménaux en matière d'émissions de carbone. Mais si l'on se base simplement sur ce que je vous montre à l'écran, c'est le bilan énergétique de production de ce type de produit. Ça veut dire que sur 6 hectares de culture, quand vous avez 1 hectare qui part à l'énergie, 5 hectares alimentaires, j'estime ne pas avoir de concurrence alimentaire. Quand vous savez en plus que sur ces hectares de culture, le tournesol ne se produit qu'une fois tous les 3 à 5 ans. C'est ce qu'on appelle la rotation de culture ou l'assolement. Et quand vous voyez au final que cet hectare d'énergie en production, depuis Lavoisier, on n'a rien fait de mieux, on a 1/3 qui part en huile et les 2/3 qui sont sous une forme, alors j'en ai pas apporté, mais un coup de pas, de petits bâtonnets ou de petits chips. C'est ce qu'on appelle le tourteau, le résidu de pressage qui part en alimentation animale directement, sans modification. Quand on sait qu'on importe à peu près 82% de nos protéines à l'heure actuelle pour alimenter nos vaches, veaux et cochons, c'est un élément de substitution intéressant, et je vais être très méchant, au tourteau de soja américain, dans un schéma d'économie locale permettant à l'agriculteur producteur de vendre à un agriculteur producteur de viande. Pour terminer très globalement, dans le temps qui m'est imparti, au sein de l'Institut, bien évidemment, on ne s'est pas arrêté à 2 bateaux de pêche. On a été créé en 2003. Le premier travail que nous avons effectué est un travail réglementaire au niveau européen. Je vous remémore très rapidement la directive 2003-30 du 8 mai 2003, directive européenne qui mentionne qu'il y a 10 biocarburants, je parle de biocarburants, pas d'agrocarburants, autorisés en Europe, dont les huiles végétales pures. Et les huiles végétales pures sont utilisées en France de façon, certes, anecdotique, puisque nous sommes petite structure, mais nous avons déployé pas mal de projets, et notamment le plus emblématique, médiatiquement parlant, est le projet de Villeneuve-sur-Lot, où j'ai un vieux camion ici. Villeneuve-sur-Lot qui tourne depuis novembre 2005 avec de l'huile végétale pure. On a commencé avec 10 camions bennes, on en est à 38 à l'heure actuelle.
On a consommé depuis 2005 plus de 260 000 litres d'huile végétale pure, produite par 4 groupements d'agriculteurs sur un rayon de 50 km. Nous avons économisé plus de 700 tonnes de CO2 sur le fonctionnement de ces camions. Et malheureusement, en démontant et en expertisant les camions, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien à voir. Comme c'est le cas des bateaux de pêche qu'on a expertisé très récemment, où on n'en a pas d'encrassement, où on n'en a pas de dépôt, où on a des charges polluantes qui sont abattues de 50 à 70%, suivant les paramètres analysés. Et puis, comme on est un petit peu, j'allais dire, maso, oui, on aime bien s'amuser avec des gros camions. Montauban fait appel à nous, avec des modèles un peu plus récents. Bicicarbia fait appel à nous. On a à l'heure actuelle une quinzaine de collectivités qui fonctionnent. Et puis on nous a demandé d'étudier sur des sols plus exotiques, des tractions ferroviaires, avec l'utilisation d'une huile produite localement, toujours, où on va parler de cette plante miraculeuse qui est le jatropha. C'est pas si miraculeux que ça, mais ça peut faire fonctionner pas mal de choses. Et puis on travaille aussi sur des systèmes d'entretien d'espaces verts, avec des systèmes automatiques. Et puis dernièrement, si vous allez vous balader du côté de Paris, à Meudon précisément, il y a un gros bâtiment qui est le Green Office de Meudon, qui a 23 000 m² de bureaux qui sont alimentés par 430 kW électriques fournis par 3 groupes de cogénération qui fonctionnent à 100% huile végétale pure pour une consommation annuelle de l'ordre de 120 000 litres. Et c'est un seul producteur local qui fournit l'ensemble de l'énergie à ce bâtiment. Autrement dit, lorsque l'on travaille sur une synergie locale, en permettant à des agriculteurs de se diversifier sur une production qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent de A à Z, depuis le sol jusqu'à la production d'huile et la vente de cette huile ou de l'autoconsommation, et la vente ou l'autoconsommation du tourteau, on arrive à mettre en place une économie locale avec un développement d'une diversification énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à tous les autres speakers d'arrêter de provoquer les Basques et les Béarnais, parce que tant qu'on n'est pas nombreux, ça va aller, mais à force, ça risque peut-être d'échauffer. Est-ce qu'on peut, éventuellement, une petite question, on peut faire juste prendre une petite question rapidement. Il y en a marre de ces conférences où le conférencier nous délivre et puis il n'y a pas d'interaction. Donc, s'il y a vraiment une question qui brûle, Amélie. Bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir quelle est la limite pour la côte basque du modèle, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller sur l'alimentation des bateaux, que ce soit sur le port de Saint-Jean ou après l'étendre, je ne sais pas, à Hendaye, etc., en restant sur une économie locale sans impact majeur sur l'environnement et même avec un gain sur l'environnement. Est-ce qu'on peut être 100% végétal ou est-ce qu'il faut garder un mix au niveau des carburants? Alors, il faut garder un mix de toute façon, quel qu'il soit. Sur les carburants, parce que on avait un panier où on mettait tous nos œufs, ce panier s'appelle pétrole, et puis on voit que le panier commence à avoir des trous, commence à se déliter, et on cherche vainement un autre panier pour mettre tous nos œufs en même temps. Donc je pense qu'il faut garder un mix, de toute façon. Ça peut être du carburant fossile, conventionnel comme le gasoil, pour rester dans le domaine du gasoil, ça peut être de l'huile végétale pure, ça peut être du biodiesel, ça peut être d'autres produits qui viennent en complément. Pour répondre à votre question, je ne vais pas partir sur la consommation, je vais partir sur la production. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on est sur une balance de production où c'est un outil qui est soumis aux variations climatiques, puisque c'est de la culture, et que derrière vous avez une obligation de valorisation du tourteau qui représente 2/3 de la culture, il faut que l'agriculteur qui veuille partir en production comprenne qu'il faut qu'il valorise et l'huile et le tourteau. Et donc que ce tourteau soit vendu ou soit consommé par des élevages. Dans notre région, on n'a pas un élevage intensif. Dans notre région, on n'a pas une culture intensive. Donc la majeure partie de la limite que vous voulez définir viendra de la production. La consommation, elle peut varier. Les bateaux de pêche, alors là on travaille sur les bateaux de pêche qui partent à la journée, donc on n'a pas de problématique de suivi, mais on peut avoir des problématiques pour certains bateaux qui vont avoir des pêches différenciées. Je vais partir par exemple à une pêche au thon. Sur plusieurs jours, le thon se vendant bien, je peux me permettre d'avoir un carburant entre guillemets plus cher. Je vais travailler en local sur des poissons moins nobles, donc je vais chercher à faire de l'économie sur mon budget. Et par là, définir un besoin de diversification énergétique dans le sens de l'approvisionnement. Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire dans mes moyens économiques avec l'économie qui m'est proposée à l'heure actuelle. Donc je pense que pour répondre à votre question, il n'y a pas de limite au modèle. On peut très bien dupliquer ce système en respectant les moyens de production et en respectant les volontés de consommation, mais pas les besoins de consommation. Merci beaucoup.
je pense qu'on va malheureusement se restreindre. Après, de toute manière, il y aura la possibilité d'interagir avec vous, je pense.